Bonjour à tous, la petite histoire du jeu de rôle, épisode numéro 19. C'est 19? Ah oui. Ah ouais, déjà 19. Ah oui. C'est chaud. Ah, oui. Salut Romain, Salut Farid. ça va? Ça va bien? Ok, et toi, salut Stéphane. Eh ben, bonjour à vous. Ça y est, t'es un habitué maintenant. Salut bah, Stéphane. maintenant, Ah bah oui. Je suis dans les meubles. Ça donc fait bonjour. quoi, Voilà. Ça fait Ça- trois épisodes, t'es là. C'est la troisième fois. Déjà. Oui. Avec tes super dessins. Ah oui. C'est gentil. Voilà. Merci à vous. Et d'ailleurs, ça tombe bien que tu sois là parce que je crois que tu es un peu fan, comme Romain et moi, de la gamme Fantasy Games Unlimited. Unlimited. On avait oui. parlé de Bushido déjà. Bien Et sûr. après Bushido, il y a eu. Et on a parlé de Chivalry and Sorcery Ah, aussi. super. oui, Voilà. c'est vrai. Et après, eh bien, il y a eu Aftermath. Voilà. C'est le cas de le dire, l'après. Un jeu de rôle dans un monde, c'était marqué post-Holocauste. Ce qu'on appelle le genre post-apocalyptique. Voilà. Aftermath. Super et illustration. si je voulais faire du très mauvais humour et un très mauvais jeu de mots, je dirais c'est après les maths. Je crois que je me suis dit ça à l'époque. Voilà, hein, parce que là, mais on va y revenir. D'abord, une petite précision. Ce n'est pas le premier jeu de rôle post-apocalyptique de l'histoire du jeu de rôle. Et là, le premier, c'est un jeu que, pour l'instant, nous n'avons pas fait d'émission. Un petit oubli de notre part sur les années 70, c'est 1978, Gamma World qui était sorti. Mais ce jeu Gamma World proposait quelque chose peut-être un peu plus humoristique ou un peu plus loufoque du point de vue de la représentation. Alors que Aftermath se veut, c'est presque ce qu'on appelle en science-fiction de la hard science, c'est-à-dire que ça se veut une vision du post-apocalyptique très solide, très réaliste, si on peut dire, même s'ils incluent la possibilité de mutation un peu fantaisiste, mais beaucoup moins que Gamma World. Donc, Aftermath, 1981, c'est encore Hume et Charrette, les deux auteurs dont nous avons déjà parlé quand on avait fait Chivalry and Sorcery. Paul Hume et Robert Charrette. Voilà. Et leur jeu, qui est assez austère dans sa présentation, très jaune et noir. Enfin, ça fait d'ailleurs, c'est les couleurs code du nucléaire là. Hein, Ouais, Wargame un peu aussi. Voilà. Et 3 livrets dans la boîte de base. Alors, c'est là qu'on voit que. Alors, il y a les règles basiques. Et puis ensuite, vous avez le livre des survivants. Donc, c'est le livre du joueur. Donc, ça, c'est les règles plus complètes et de création de personnages. Et puis, le monde et le livre du maître de jeu. Voilà. Alors, oui, alors quand je disais après les maths, alors regardez ce que montre Farid. Alors, tiens, tourne-le dans l'autre sens. Regardez ce superbe organigramme. Regardez comme c'est magnifique. Ça, c'est un round de combat. Hein, vous avez vu, c'est simple. Hein. Voilà, on joue tout à l'heure, hein, 10 minutes, on assimile tout ça. On joue dans 10 minutes et ce soir, on aura fait le premier round. Donc, je suis un peu méchant, c'est un peu gratuit. C'était typique des jeux de cette époque qui venaient du wargame et qui avaient une complexification peut-être inutile de leur système. Alors le jeu a quand même des choses assez remarquables. Il y a 150 compétences différentes, plus même, dans le jeu. Tout. Et alors ce qui est amusant, c'est que la majorité des compétences sont des compétences qui ne sont pas des compétences de combat, mais la majorité des descriptions des livres, c'est pour les compétences de combat. Par exemple, la compétence alimentation, tout ça, c'est 2 lignes. La compétence arbalète, c'est une page entière ou une page et demie. Tu vois, donc c'est vraiment un jeu qui laisse une part non négligeable au combat. Regardez ça, les positionnements, c'est vraiment du wargame. Hein. Le système est un système métrique par hexagone, hein, c'est-à-dire un hexagone égale à 1 mètre. Vous avez des systèmes de localisation, vous avez vraiment une simulation du combat qui est poussé, regardez, écrit en police 6, la liste des armes disponibles. Il y avait même des petits pions à découper en carton pour les faire évoluer sur des maps. Donc, voici voici le scénario, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, hein, vous aviez les grilles hexagonales. Et d'ailleurs, le scénario du livre de base, attention, vous n'allez pas y croire, mais c'est pas une blague de ma part. Il commence dans une taverne. Et oui, c'est une bagarre de taverne. Vous allez dire, tiens, mais c'est du DD. Ben oui, c'est du DD post-apocalyptique. Et effectivement, il
il y a eu quelques suppléments qui s'est déroulé en Australie notamment, et qui sont très axés sur, d'ailleurs le scénario s'appelle Survive, donc c'est vraiment du survivalisme. Attention, je ne prête pas l'idéologie survivaliste aux auteurs du jeu. Et zut, trop tard. Voilà, mais c'était vraiment ça. Donc des règles qui, en soi, ce n'est pas si complexe. Mais alors, ne serait-ce que le calcul des compétences et des caractéristiques, C'est fourni, quoi. Ah mais oui, mais ce sont des formules. Vous savez, faire un personnage, c'est pas compliqué, mais c'est long. Enfin, ce qui devient compliqué. On peut mourir pendant la création du personnage? Comment? On peut mourir Non, pendant c'est la pas création comme Traveler ou. Mais le joueur lui peut mourir d'ennui ou de lassitude, parce que c'est. Il suffit de voir, là encore, je le dis une fois de plus, c'est gentil comme moquerie, il faut avoir beaucoup de respect pour ces ancêtres du jeu, mais quand on voit l'organigramme d'un round de combat avec toutes ces abréviations, parce que non seulement il y a un round de combat, mais au sein des rounds de combat, il y a les phases de combat qui sont elles-mêmes subdivisées. Donc on arrive à un degré de simulation où on se dit, est-ce que c'est le genre de jeu où poser un pied devant l'autre et c'est une règle? Quasiment. Ah ouais. Quasiment. Quand tu vois que le corps humain est découpé en 30. Oui, regarde le nombre de localisations. Faut un des 30, ça se passe. C'est quand même impressionnant d'avoir que rien que le bras a droit à 5 localisations différentes. Ce qui anatomiquement est peut-être tout à fait crédible ou vraisemblable, mais enfin bon. On a à noter d'ailleurs que même nos amis les animaux ont droit, les chiens ont droit à leur propre table de localisation. Quelque chose qu'on retrouvera dans un jeu qui me rappelle, alors que ça n'a rien à voir, ce degré de simulation, qui est un jeu de la fin des années 90 qui s'appelait Millennium's End, qui est un jeu australien d'ailleurs, je crois, me semble, de simulation. Alors c'est du techno-thriller, c'est pour faire du Tom Clancy ou ce genre de choses, mais qui avait des calques, des feuilles calques de localisation, et il y avait notamment celle du chien, ça me le rappelle. Donc simuler un round de combat, c'est ce qui prend finalement le plus de temps, et on peut reprocher des manques étranges dans ce jeu. Par exemple, alors qu'on est dans un univers post-apocalyptique, c'est-à-dire à l'époque, en gros, c'est du post-nucléaire, c'est comme le jeu vidéo Fallout. Et il n'y a quasiment rien sur le climat. Il n'y a pas de règles sur le climat ou sur l'environnement, ce qui est assez curieux. Voilà, donc on a, disons-le, c'est quand même un simulateur très orienté wargame, il faut quand même le dire. Alors après, c'est une construction qui intellectuellement est tout à fait remarquable, dans le sens où on a ce souci du détail. C'est écrit comme des règles de wargame, c'est écrit avec un souci dans tout ce qui est combat, du détail qui laisse rêveur. Il y a même d'ailleurs la place pour des pouvoirs psy, des choses comme ça pour ceux qui veulent. Voilà, donc il y a une bibliographie, c'est-à-dire que on nous cite, d'ailleurs c'est très curieux, Le continent perdu de Burroughs, voilà. On nous cite un ouvrage de Moorcock, on nous cite Larry Niven, on nous cite La guerre des mondes de George Wells, vous voyez. Alors par contre après dans les sourcebooks conseillées, c'est Sporting Arms of the World, Ballistics, Armored Fighting Vehicles, Infantry Weapons, The Gunner's Bible. Bon, je crois que c'est assez clair, c'est un peu Soldier of Fortune, role-playing game. Tout à fait. Il y a cet aspect je le répète, de simulation de combat en milieu urbain de type post-apocalyptique. Ceux qui connaissent, c'est un jeu vidéo, il y a beaucoup de streamers qui le font, c'est PUBG, c'est PUBG le jeu de rôle, Je crois qu'on peut le dire. Ça doit être ça. Je crois que pour avoir une idée de à quoi ressemble une partie d'Aftermath, vous regardez Players Unknown Battleground, c'est ça, PUBG, et vous avez une idée de à quoi ressemble le scénario Aftermath. Voilà. Mais c'est étonnant quand même, parce qu'il n'y a que, entre guillemets, 6 caractéristiques. Oui, qui vont de 1 à 40. 7 talents. Oui. Scientifique. Est-ce qu'il est plutôt scientifique? Est-ce qu'il est proche de la nature? Tout à fait. De la mécanique esthétique, dans la communication, dans le combat ou le charisme. Oui. Donc ça donne une petite idée ce vers quoi son personnage peut aller.
Bon, et puis après, le reste... Et après, le reste, c'est les skills. compétences. Les skills, je le répète, il y en a 150 dans le jeu. Et pour donner un ordre d'idée du souci, du détail, là, dans ce livret, vous avez cette table ici, ce tableau où il y a tout de même des entrées. Alors, il y a le nom, il y a la surface couverte sur le corps, un code, l'encombrement, c'est 3 chiffres après la virgule, hein, voire 4. Hein. Ça peut aller jusqu'à virgule 0,135, plus la valeur d'armure pour, tout bêtement, les habits de base. Et c'est un jeu dans lequel eh bien, vos sandales, votre short ou vos baskets ont quand même 4 caractéristiques. C'est quand même assez incroyable. Ce souci du détail. Je crois que de tous leurs jeux, plus encore que Chivalry and Sorcery, plus encore que Bushido, c'est le jeu où je dirais le simulationnisme, on est à la frontière de la maniaquerie. C'est-à-dire que là, on est vraiment de la minutie extrême dans ces calculs et cette gestion des mouvements, des véhicules et tout. Et bizarrement, je le répète, avec des manques curieux, parce que vous avez donc le livre du monde, The World of the Aftermath, et quand vous le regardez, c'est des caractéristiques d'animaux, bon, très bien. Et puis après, ça nous parle des armes nucléaires, ouais, d'accord, bon, et c'est tout. Et du combat tactique, parce qu'il y a une échelle tactique et stratégique de la gestion du temps, hein, d'ailleurs, et des mouvements dans ce jeu. Donc finalement, le monde, c'est pas extrêmement bien décrit. Cela dit, si vous voulez adapter Fallout ou je ne sais quoi, pourquoi pas, c'est un moteur après tout qui peut être adapté, recyclé. C'est un jeu quand même qui a marqué son temps. Très peu de suppléments hein, pour ce jeu, quelques scénarios, modules, et même un éditeur tiers qui avait publié un catalogue d'armes très tard, hein, bien après la sortie du jeu, qui s'appelait, je crois, Aftermath Weapons. Et voilà, donc on utilise un dé à 20 faces pour la résolution des actions. Et comme souvent chez eux, hein, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que malgré toutes ces abréviations, tous ces calculs, etc., c'est simple en fait. Comme Chivalry and Sorcery, qui est un jeu qui est présenté comme injustement complexe, c'est la multiplication des options et des paramètres à gérer qui rend le jeu qui peut décourager. Voilà. Et je le répète, Aftermath, c'est presque du niveau de... Est-ce que par rapport à Space Opera, dont on avait fait une émission, est-ce que c'est aussi complexe? Oui, je crois qu'on est à peu près au même degré de complexité. Je me demande si Aftermath, je pense qu'il va encore plus loin dans la simulation du combat. C'est vraiment le cas extrême dans les jeux de FGU. C'est ce jeu dans lequel le système a vraiment clairement pris le pas sur l'univers. Le rendant peut-être de nos jours, c'est celui de leurs jeux les plus célèbres qui apparaît comme vraiment un artefact du passé, davantage encore que Chivalry and Sorcery ou Bushido ou d'autres jeux dont nous parlerons sans doute comme Daredevils ou Flashing Blades. C'est vraiment un jeu à part. Donc le premier jeu véritablement post-apocalyptique, Mad Max quoi. Mais un Mad Max un peu plus militarisé comme je disais. Voilà ce qu'on peut dire, je crois, sur ce jeu, dans la complexité et le simulationnisme très poussé ont été signalés dès sa sortie. Très bien, merci Romain. Alors Stéphane, où en es-tu de ton illustration pour Aftermath? Et ben voilà. Avec un point d'exclamation. Alors, bon, peut-être pas tout à fait terminé. C'est juste l'élection de la Miss Fallout 2035. Ah bah oui. Miss post-apocalyptique, voilà. D'accord. Qui est annoncée en grande pompe par le monsieur loyal local, qui est un petit peu irradié sur les bords. Un petit peu, hein, voilà. J'ai pas encore eu le temps de lui mettre quelques... C'est pas trop combien il a de doigts à la main. Voilà, c'est ça, voilà. Et puis voilà. Ah oui, d'ailleurs, c'est même qu'effectivement, je viens de rajouter au passage. Bah oui, c'est bien.
Stéphane serait une intelligence artificielle. Exactement. Voilà, ça y est, je suis donc voilà. J'ai Ah, fait mais des oui. bascules, Et oui. Voilà, c'est moi mi-journée. Oui, on va Non, presque non, dire c'est les prémices du cosplay. tiens. Exactement. Et bien voilà. Merci beaucoup Stéphane, merci Romain. Merci Stéphane, merci Farid. Fin de ce 19e épisode et on se retrouve bientôt pour le 20e qui concernera, eh ben dis donc, le premier jeu de rôle français commercialisé. Absolument. Yes, Cocorico. À bientôt. À bientôt.